Little Bighorn was not representative of encounters between whites and Indians, Mr. Crab. You see, the near genocide of the Indian. The near what? Near genocide. It means extermination. The killing off of an entire people. That's practically what we did to the Indian. But of course, I wouldn't expect an old Indian fighter like you to agree with me. Turn that thing on. I beg your pardon? I said turn that thing on and shut up. Now you just sit there and you'll learn something. Ce film fait directement écho, évidemment, on l'a dit, à la guerre du Vietnam. Hein. Ouais. C'est toute la préoccupation des années 70 aux États-Unis, de toute la jeunesse américaine. Et c'est une période qui est pleine de luttes. Ouais. C'est pas aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est pas... Et là, du coup, ça fait drôle parce que c'est une période même très optimiste, en fait, les années 70. Et le moment où le film est fait, c'est une période qui est extrêmement optimiste au plan politique. Je sais que les jeunes ne s'en rendent pas compte, mais c'était vraiment l'époque où on était convaincus qu'on allait vers la révolution. Ouais. Où la révolution était une question d'années. C'est-à-dire que de 5 ans, 6 ans, 10 ans... mais vraiment, c'est pas une plaisanterie, je veux dire. Les gens y croyaient vraiment. Et donc, ce film s'inscrit totalement dans l'optimisme révolutionnaire de l'époque, la remise en cause d'abord du colonialisme, de l'impérialisme, et surtout la défaite que les Américains sont en train de subir au Vietnam, avec un événement qui s'est produit quelques années plus tôt au Vietnam et auquel le film fait écho, c'est le massacre de My Lai. Oui. Le massacre de My Lai, c'est un massacre qui s'est déroulé au Vietnam en 68, si je me rappelle bien. C'est le sous-lieutenant Calais, je crois qu'il s'appelait Calais, qui avec sa compagnie, a massacré tout un village vietnamien. Il y a eu environ entre 400 et 500 personnes qui ont été tuées, femmes, enfants, etc. Un massacre absolument ignoble, comme l'armée des États-Unis, et pas que l'armée des États-Unis, comme les armées occidentales, nous en ont donné souvent, malheureusement, l'illustration. En fait... ce film, c'est la continuité. C'est-à-dire l'armée américaine, les Européens n'ont pas. Il y avait une expression qui dit ils n'ont pas une culture de la paix. Donc depuis toujours, c'est leur seul but. Leur seul but. Pour accomplir leur but, ils doivent génocider, assassiner. Je pense que le chef là, le dit bien. Le chef qui est un vrai chef indien d'ailleurs, hein, qui joue le rôle. C'est un vrai chef indien et chef d'une petite tribu au Canada. Et il se trouve que donc, le massacre de My Lai, il y a eu un grand écho. Alors, un grand écho, et alors on se dit c'est une bonne chose, surtout quand on pense au génocide qui est actuellement en Palestine, qui n'a absolument aucun écho. Ouais. C'est ça qui est absolument... Donc on se dit quand même, à l'époque, donc, il y a eu quand même un procès, bon, on peut dire une parodie de procès, le lieutenant Calais a été condamné à perpétuité, mais il ne fera que 3 ans et il sera libéré. Enfin, ça a été transformé en 3 ans assigné à résidence. Mais officiellement, mais il y a quand même eu un procès, il y a eu quand même une indignation internationale, ça a fait scandale. Chose que pour Gaza, évidemment, ça ne se passe pas du tout. Ouais. Et c'est là qu'on voit le décalage avec aujourd'hui, le décalage terrible qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, où on peut perpétrer un génocide sans aucun problème. Ouais. En tout cas, c'est un film qui conteste la guerre du Vietnam, qui se passe à un moment où toute la jeunesse américaine, enfin toute la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse américaine est révoltée. Dans le monde entier, il y a des mouvements révolutionnaires extrêmement puissants, je dis bien extrêmement puissants. Les Américains sont dans une impasse totale au Vietnam. En Amérique latine, il y a énormément de guérillas. En Afrique également. Donc c'est un contexte qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais ce film donc, montre bien tout cela. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est l'écho de cela. En off, c'est aussi une époque où même à gauche, enfin l'hégémonie à gauche, c'était l'extrême gauche, quoi. C'est-à-dire, tout le monde était un peu marxiste-léniniste à ce moment-là. Tout le monde soutenait toutes les luttes de libération nationale. Mais sans aucun... Je pense que les gens qui n'ont pas connu cette période ne peuvent vraiment pas comprendre. Ouais. C'est-à-dire que quand vous rencontriez un jeune de votre âge, vous ne lui demandiez pas
quelle était son opinion politique, parce qu'il était évident qu'il était à l'extrême gauche. Disons que le plus modéré aurait été... excusez-moi, j'en ai contre les jeunesses communistes. J'en ai rencontré en plus 2 là, dans le métro qui sont aussi spectateurs de PDH, donc ça m'a fait bien plaisir, qui m'ont reconnu, et qui tiennent leur congrès actuellement à Bobigny, donc vraiment, je les salue, il n'y a aucun souci. Hein. Mais disons que le plus modéré des jeunes à l'époque était aux jeunesses communistes. Je le dis bien, le plus modéré, c'est-à-dire que c'était vraiment... Et bon, la première question qu'on pose à quelqu'un, c'est de quelle tendance t'es. De quelle tendance, évidemment, marxiste, trotskiste, anarchiste, libertaire, mélange des deux, Spontex, etc., vive la révolution, une infinité, une multitude de groupes. Évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais bon, ça ne retire rien. Il y a toute une jeunesse ardente, mobilisée, et c'est extraordinaire. Ça nous remplit de joie. Et c'est ce qui est bien. Et du coup... Alors, ce film, donc... Voilà. Du coup, ce film va être immensément influencé par le contexte. Et en fait, les années 70, donc les années 69, 70 et 71, oui, bien sûr, sont des périodes de crise pour le cinéma. C'est-à-dire que les grands studios du milieu des années 60 jusqu'à les années 70 sont en crise car ils sont plus en phase avec leur public jeune qui justement est influencé par toutes ces luttes de libération avec la gauche hégémonique à ce moment-là. Et donc ils vont laisser leur chance à plein de réalisateurs qu'on a des westerns traditionnels. Voilà, des westerns, des péplums, des films bibliques, les 10 commandements, tout ça. La jeunesse n'achète plus. On est passé de 78 millions, ce que je disais tout à l'heure, à 78 millions d'entrées en 1945 à 15 millions. Donc c'est vraiment une crise majeure pour le cinéma. Et donc ils sont obligés en fait de laisser la porte ouverte à de nouveaux réalisateurs. Voilà, de nouveaux réalisateurs. Dont Arthur Penn, qui aura fait Bonnie and Clyde 2 ans avant, 2-3 ans avant il me semble, qui lui va ouvrir vraiment cette période de contestation en remettant en cause. Et du coup, ce film, il va totalement s'inscrire dans ça. Il va prendre le western, qui est quand même un genre très codifié, qui normalement est à la gloire des États-Unis, donc la conquête de l'Ouest, on mythifie beaucoup la conquête. Manifeste destinée. Voilà, exactement, la destinée manifeste, aucune remise en question. Les personnages indiens sont souvent maltraités dans ces films-là. Et donc voilà, Arthur Penn va arriver et il va complètement retourner ça pour le retourner contre l'histoire des États-Unis. Et d'ailleurs, on peut voir peut-être dans le personnage du journaliste au début, qui vient tout en faisant le sachant, en disant oui, vos histoires d'Indiens, vos histoires de combattants ne m'intéressent pas trop, c'est des histoires d'aventure, etc. Et à la fin, il repart tout penaud, comme si il venait d'être éduqué en fait, à la vraie histoire. Oui, parce qu'en fait, ce qui intéressait avant les journalistes, alors à la limite, on s'intéressait aux Indiens, mais d'un point de vue ethnographique, comment ils vivent, etc., comment ils chassent, voilà, tout cela, tout c'est. Mais finalement, on voit bien qu'Arthur Penn, bon, tout ça est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant pour lui, c'est pas exactement ça, c'est pas la vision ethnographique de l'Indien, mais c'est la signification de la vie de l'Indien et le message que transmet donc le chef. Et la contradiction entre l'histoire officielle et l'histoire racontée, l'histoire vraie, quoi. D'autant plus que le film est émaillé, bon, vous en rendez compte, de choses absolument vraies. L'histoire de Custer, c'est absolument vrai. C'était effectivement parce qu'il briguait la présidence aux États-Unis, ça nous rappelle un certain Netanyahou d'ailleurs au niveau de l'utilisation du génocide. C'est pour ça qu'il avait encore besoin d'une victoire supplémentaire face aux Indiens. Alors, c'était souvent représenté, l'histoire de Little Big Horn, et donc ça succède. C'est la fois où les tribus indiennes se sont unies. C'est la fois où les tribus indiennes se sont unies, et c'est assez absolument incroyable, les Cheyennes, les Sioux, et effectivement, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Donc c'est aussi un hymne à l'unité des tribus, et malheureusement, ce que dit le vieux chef à la fin est prophétique. Malheureusement, le temps des Indiens est il parle à une divinité, j'ai l'impression, et il dit tu as choisi de nous mener vers un chemin qui ne va nulle part. Et si on connaît aujourd'hui la situation des Amérindiens qui sont parqués dans des réserves, où il y a une très grande précarité. D'ailleurs, pour la situation des Indiens aujourd'hui, vous pouvez voir le film Wind River, qui est très bon, qui traite très bien de cette problématique. Alors au même moment, il y a d'autres films, on disait. Oui, bien sûr. Attends, il y a d'autres films, mais peut-être avant de partir sur les autres films, on peut peut-être parler des différents thèmes. Donc en fait, le film, il va prendre toutes les composantes, pas mal de composantes importantes de la société américaine, notamment la religion. Donc on voit dès le début, il va chez le pasteur là et sa femme. Et en fait, on voit tout de suite que elle est totalement hypocrite. Elle est là, elle est en train de la guicher tout de suite. En fait, toutes les valeurs américaines explosent à ce moment-là. Il y a aussi, par exemple, la contradiction entre les Yankees qui auraient libéré les Noirs
en faisant la guerre de sécession, en fait, qui continue par génocider. Il y a aussi le capitalisme, qui sont un peu, qui est un peu vu qui est un peu représenté par le charlatan qu'on voit. En fait, le capitalisme, c'est un système d'escroquerie, quoi, donc qui arrivera à vendre le meilleur produit. Voilà. Après, il écorche aussi quelques héros comme Wild Bill Hickok, donc le cow-boy que vous avez vu existe vraiment. Oui, il a vraiment existé et il est mort comme ça en Voilà. fait. Il est mort, donc c'est ce genre de personnage qui vivait constamment lorsqu'ils entraient dans un bar ou s'installaient. Il fallait toujours qu'il soit adossé au mur. Hein. Ouais. Et pour une fois, il n'était pas adossé au mur. Enfin, la vraie histoire, c'est que pour une fois, Wild Bill Hickok n'était pas adossé au mur. Il a été tireur d'élite, il a été shérif. Et cette fois-ci, il ne pouvait pas être adossé au mur parce que la place qu'il devait occuper pour jouer aux cartes, elle était déjà occupée. Ouais. Et c'est ce qui lui a valu la mort. Mais ça, c'est la vraie histoire et qui est quand même reproduite dans le film. On le voit bien, il n'était pas adossé exactement. Bah, ouais, du coup, mais bon, il a rencontré l'histoire aussi de Buffalo Bill aussi, le fameux. C'est ça, oui. Bah, du coup, voilà, il va écorcher plein de mythes américains comme ça. Kit Carson. Donc, la religion, le capitalisme, la conquête de l'Ouest. On voit que la conquête de l'Ouest, elle est faite par des peureux finalement. À un moment, ils disent, on se demande bien comment ils peuvent s'attribuer l'honneur de toutes ces victoires alors qu'ils ont des flingues. Enfin, alors que c'est totalement asymétrique, quoi. Il y a un point qui est important au tout début et qui est rarement dit. Mais les méthodes indiennes de combat n'étaient pas du tout les mêmes méthodes. Ce n'étaient pas les mêmes catégories. Vous savez que, et même de façon, il y a même bien avant la conquête de l'Ouest, les codes de combat des Indiens des plaines, là il s'agit des Indiens des plaines, eh bien, étaient très différents. Le but n'était pas forcément de tuer l'ennemi, il était de le déshonorer. Et souvent, les Indiens menaient des attaques. Vous savez, ces grands bâtons avec des plumes, hein, on les voit dans le film. Avec ces crosses, il faut toucher l'ennemi. Et quand il était touché, c'est un peu comme quand les enfants jouent, quand il était touché, il était déshonoré. Et donc, il se rendait. Et il n'y avait pas de... Donc, on ne cherchait pas vraiment à les tuer. Et donc, les Indiens ont mis du temps avant de comprendre les méthodes de combat des Blancs qui consistent à tuer. Ouais. C'est assez... donc, on n'est pas du tout dans les mêmes registres. C'est pour ça qu'au départ, il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a un décalage et c'est bien montré dans le film. I'm sorry to say that old Lodgkin's war against the whites was kind of pitiful. Not that the human being wasn't brave. No warrior ever walked the earth more brave than a human being. Old Lodgkin's idea of war and the whites' idea of war were kind of different. Half our party didn't even use weapons. What they done was take coup, hit the enemy with a little stick, humiliate them. That was how the human beings taught a coward a lesson and won a war. Shut up! Shooting rifles against bow and arrow. I never could understand how the white world could be so proud of winning with them kind of odds. On peut un peu résumer le film en opposition, c'est vraiment la nécropolitique, comme on pourrait dire chez des coloniaux, avec la civilisation de la vie, où vraiment, je trouve que c'est dit exactement mot pour mot quand le chef indien dit pour nous tout est vivant, ils reconnaissent la vie dans chaque élément, alors que pour l'homme blanc tout est mort. Là c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent à ce moment-là, quoi. Oui, bien sûr. Alors toute la cosmogonie des Indiens, il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits. Si ça intéresse les gens, je vous conseille absolument de lire les mémoires de Geronimo, qui étaient sortis dans une collection, enfin c'était la collection Maspero, hein, qui est maintenant c'est la découverte. C'est la découverte, bah oui, c'est la découverte qui a hérité de tout le fonds de bouquins de Maspero, qui était le grand éditeur gauchiste qui éditait absolument tout, Marx, France etc. Fanon, France Fanon, tout cela. Et les mémoires de Geronimo, je vous conseille absolument, on les retrouve dans d'autres éditions, il faut absolument les lire parce que c'est extraordinaire. C'est la vision de Geronimo. Et c'est terrible, Geronimo, parce que Geronimo est mort dans une réserve indienne, comme ça, bouffi d'alcool. On oublie qu'il y a eu autant d'Indiens qui ont été tués par les armes que par l'alcool. Ouais. L'alcool a été l'arme principale par laquelle les Indiens, je parle même des Indiens des plaines. Hein. Comme quand l'opium a été introduit en Asie, c'est la même méthode. Oui, parce qu'en fait, l'histoire des Amérindiens, c'est l'histoire de tous les peuples du Sud. Bien sûr.
Et ben, notamment l'histoire de tous les peuples du Sud. On va aussi parler, par exemple, des illusions de la négociation avec le colonialisme de peuplement. La scène mémorable du film, c'est l'attaque du camp, qui est un camp de réfugiés finalement, parce qu'ils le disent même, c'est plusieurs tribus qui se sont réunies. Et donc en fait, ça te montre que un camp qui était censé être protégé par des traités, en fait, si c'est contre un colonialisme de peuplement, tu peux pas du tout négocier. Et ça, c'est une situation qui s'est retrouvée. Le principal exemple de cela, c'est l'histoire des Cherokees. Je vous conseille absolument de vous pencher sur l'histoire des Cherokees, puisque les Cherokees, c'est une tribu indienne qui vivait donc sur la côte, et une tribu très importante. Et les Cherokees vont prendre le contre-pied des autres nations indiennes. Les Cherokees vont, comme ils sont pragmatiques, et ils tiennent absolument surtout, ils ont vu ce qui s'est passé pour d'autres tribus qui ont été chassées de leur terre au fur et à mesure que les vagues d'immigrants arrivaient progressivement et colonisaient, hein, l'invasion de l'Amérique. Alors les Cherokees, comme ils étaient pragmatiques, et ils tenaient absolument surtout à rester sur place à n'importe quel prix. Donc ils vont dire aux Blancs, vous nous demandez de devenir civilisés ? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et les Blancs avaient édicté cinq conditions pour lesquelles les tribus indiennes pouvaient devenir civilisées. C'est assez incroyable, cette histoire. C'est-à-dire que les Blancs avaient décidé qu'un certain nombre de tribus indiennes pouvaient être considérées comme civilisées, mais à 5 conditions. La première condition, c'était évidemment de renoncer à leurs croyances païennes, et d'adopter le christianisme. Les Cherokees ont dit « Ok, on abandonne nos croyances ». Au moins officiellement, donc ils vont se faire baptiser, ils vont aller à l'église, etc. La deuxième, c'était de devenir sédentaire, parce on voit que les Indiens ont des modes de vie ambulants, parfois nomades, semi-nomades, parce qu'il n'y a jamais de vrai nomadisme. Hein. C'est comme pour les Bédouins, il n'y a jamais de vrai nomadisme, c'est itinérant. Donc, ok, on devient sédentaire. La troisième, c'était de pratiquer l'agriculture. Ils se sont mis à pratiquer l'agriculture, les Cherokees. La quatrième, c'est d'aller dans les écoles des Blancs, pour être éduqués et pour être sûr que culturellement, ils abandonnaient bien. Ils ont dit, d'accord, ils sont allés aux écoles. Et la cinquième, vous ne me croirez pas, la cinquième condition pour bien prouver qu'ils étaient civilisés, c'était d'avoir des esclaves noirs. Et c'est authentique. Et ils se sont mis à avoir des esclaves noirs, juste pour montrer aux Blancs qu'ils étaient aussi civilisés. Et c'est de là qu'aux États-Unis, on a toute une descendance, mais qui se sont métissés. Ils se sont métissés. Et ça vous donne quelqu'un comme le grand rocker Jimi Hendrix. C'est pour ça que Jimi Hendrix, au festival de Woodstock, il apparaît avec un costume de Cherokee. Je ne sais pas si ça avait marqué quelqu'un, mais vous ferez attention, parce qu'il était descendant d'un mélange de Cherokee et d'esclaves noirs des Cherokees. Et donc les Cherokees se sont mis à avoir des esclaves noirs, et c'était une des conditions pour être considérés comme civilisés. Donc les Cherokees avaient coché toutes les cases. Ils ont envoyé leurs enfants dans les meilleures écoles. Leurs enfants sont devenus certains de grands avocats. Évidemment, ils avaient besoin d'avocats pour plaider leur cause à la Cour suprême, etc. Vous vous rendez compte ? Parce que progressivement, on voyait bien que les Blancs bafouaient tous les traités qu'ils avaient signés avec les autres tribus. On le voit bien, et c'est ce qu'on voit. Donc ils disent, faut pas que ça... Donc ils ont envoyé leurs enfants faire des meilleures études, et certains sont devenus de grands avocats. Ils étaient sûrs, maintenant, de pouvoir rester. Parce que c'était très important pour eux, vous savez, avec les ancêtres, etc., les esprits de leurs ancêtres, de rester sur place, là où sont morts. Donc ils étaient prêts à tout pour cela. Et progressivement, donc ils pensaient, mais les vagues d'immigrants n'arrêtaient pas d'arriver, et la pression se faisait de plus en plus, la pression sur la rente foncière, etc., tout cela, que progressivement, on va commencer à mettre en avant l'idée de les virer, eux aussi. Mais c'est pas possible. Ça me rappelle un certain pays en Méditerranée. Exactement. Et c'est pas possible. Nous sommes une nation civilisée. Officiellement, nous sommes comme vous. Nous sommes des Américains comme vous. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des... Non, pas du tout. Vous restez des Indiens. Et finalement, les Blancs vont déchirer le traité avec les Cherokees. Et ils vont les déporter. Ça va se faire un hiver. Ils vont les déporter à pied de l'autre côté du Missouri. Et ils vont partir. Les Cherokees ont gardé ça comme étant, ils appellent ça la longue piste des larmes, parce que beaucoup vont mourir en chemin. C'est l'hiver, il fait froid, on n'a rien prévu pour leur donner à manger, et on va les déporter de l'autre côté du Missouri, dans des réserves, où ils seront encore à nouveau par la suite déportés, refoulés. Et l'histoire des Cherokees est absolument terrible, elle est vraiment, vraiment édifiante. Et ceux qui leur disaient, regardez, vous avez vu ce qui est arrivé. Et après ça, c'est l'histoire même de Oslo, le traité de Genève avec le Vietnam, c'est jamais respecté. En fait, il t'oblige à imposer par la force. Mais c'est précisément parce que cette histoire, qui est-ce qui l'a relatée ?
pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Israel Finkelstein. Non, Norman Finkelstein. Israel Finkelstein, c'est l'archéologue, qui est excellent d'ailleurs, je le conseille également, qui contredit totalement l'histoire officielle d'Israël. Là, c'est Norman Finkelstein, qui est américain, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'industrie de l'Holocauste, d'accord, où il explique comment les États-Unis ont instrumentalisé justement la lutte contre l'antisémitisme déjà au profit, dans les années 60, au profit de la guerre froide, au profit de s'adjoindre Israël comme allié dans la guerre froide. Un excellent livre. Et Norman Finkelstein a écrit ça dans la revue d'études palestiniennes du printemps 96, pour ceux que ça intéresse. Et on est en plein accord d'Oslo à l'époque, et le titre c'est... en gros, c'est ne jamais croire les Blancs. Et c'est l'exemple des Cherokees. Et l'exemple des Cherokees, il dit ça aux Palestiniens. Norman Finkelstein, il dit ne croyez jamais les Blancs. Et il dit l'exemple des Cherokees et il relate cette histoire. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu aussi symbolisé dans le film la marche militaire qui revient tout le temps. C'est un colonialisme de peuplement qu'on ne peut pas arrêter. C'est-à-dire que même qu'à la fin, quand il devient ermite, il est au bout des États-Unis, on ne sait pas où, il y a la marche militaire qui arrive. Vous pouvez signer tous les traités que vous voulez. Vous ne pourrez jamais l'arrêter. Juste 2 mots sur aussi la situation des représentations indiennes. Donc, si aujourd'hui ce film semble un peu normal pour un public en 2025 de voir des Indiens bien représentés, bah dans les années 70, c'est pas du tout quelque chose de normal en fait. Et il y a notamment un événement qui va arriver 3 ans plus tard. C'est la cérémonie des Oscars. Ah oui. Et donc, donc en 73, Marlon Brando est nominé pour les Oscars pour meilleur acteur pour Le Parrain. Et il va envoyer... C'est ça, c'était pour Le Parrain. Et il va envoyer, laissez-moi revoir, Sachin Littlefeather, qui est une représentante... c'est sa fille adoptive. Voilà, c'est ça. Il vivait à l'époque en Polynésie française, en vérité. Ouais. Et donc, il était administrativement dans un territoire français, Marlon Brando. Et c'est sa fille adoptive qui était donc une Indienne. C'est ça. Et donc, voilà, elle va venir à sa place, parce que lui, il à sa place, faire un discours. Et donc, elle va dénoncer aussi la représentation des Amérindiens dans le cinéma. Et ça a été, donc, c'était aussi les premiers Oscars diffusés en direct. Et donc, ce discours-là va totalement déplaire à la vieille garde. Il y a la légende qui dit, je ne pense pas que c'est une légende, c'est vrai, c'est qu'il a fallu 6 gardes pour arrêter John Wayne, pour pas qu'il monte la tabasser. Mais oui, John Wayne, vous savez qui est John Wayne, évidemment, le grand cow-boy. C'est le mythe, c'est vraiment le symbole de l'Amérique, la conquête de l'Ouest, quoi. Absolument, et qui en est fier, etc. Mais c'est un petit peu à la fin. Ouais, là, à l'époque, c'est à la fin de ces vieux westerns. Ouais, voilà, c'est donc ça. il est plus du tout. Il est has-been déjà, John Wayne, à l'époque. Et donc il n'est pas du tout content qu'on écorne, et surtout qu'on écorne son personnage principal, son personnage préféré, Custer, le général Custer, qui est un petit peu l'idole de John Wayne, qui est le cow-boy. Voilà, c'est de l'Amérique conquérante, triomphante, fière d'elle, etc. Et d'ailleurs, puisque tu parles des Oscars, ce film aura un Oscar. Enfin, le vieux chef indien a eu un Oscar. Ah oui, ok. Oui, le meilleur Oscar meilleur Oscar. Oscar du meilleur second rôle. Parce que c'est Dustin Hoffman qui a triomphé dans le lauréat. Dans le lauréat, 3 ans avant. Juste 2 ans avant, je crois, quelque en chose comme ça. le lauréat, il me semble. Cet extraordinaire acteur qui est Dustin Hoffman. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est... c'est un peu aussi toute cette vague d'acteurs qui va surgir à ce moment-là. Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, enfin vraiment Warren Beatty qui revient avec Redford. Bonnie Clyde, Robert Redford bien sûr. Qui jouera peu de temps après dans un excellent western qui est un petit peu le pendant et que je ne saurais trop vous conseiller, qui est... J'ai oublié le nom, mais oui, tu vas me Jeremiah Johnson, oui. qui est de Pollack, Sidney Pollack, qui est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce film, on a des scènes qui seront reprises dans Jeremiah Johnson. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Redford, mais qui est absolument extraordinaire. Alors, c'est aussi un film anti-western. C'est l'idée avec le thème de l'écologie, beaucoup. Ouais. C'est l'idée d'un jeune Américain, à l'époque de l'Ouest, qui en a marre de la ville, qui trouve que déjà, à l'époque, la ville, elle est polluée. Alors, imaginez, on est en 1870, et qui décide d'aller vivre dans les montagnes, où il y a les Indiens, les bêtes sauvages, etc. Et il part. Et c'est une véritable histoire. Ouais. C'est une véritable histoire, l'histoire de Jeremiah Johnson. Et le film est excellent, mais vraiment excellentissime, avec, comme dans Little Big Man,
ou l'Indien qui est humanisé en vérité. Donc le but n'est pas de dire que l'Indien c'est le bon Indien, c'est pas le mythe du bon sauvage, c'est simplement que c'est un être humain justement, c'est le cas de le dire, avec ses défauts, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film. Ouais, et comme dans Little Big Man. C'est ça, dans Little Big Man, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une idéalisation de n'importe quel camp. C'est que même les Indiens, ils se montrent avec une pointe d'humour, d'ironie, avec leur complexité, etc. Avec des Indiens traites, les Paolis. Voilà, on montre l'aspect guerre civile aussi de cette colonisation. De toute période coloniale. Et il y a un autre film qui est fait. Alors, ce film-là, Little Big Man, est fait en juillet 70, et juste auparavant, quelques mois avant, un autre excellent film anti-western, qui est fait, qui est Le Soldat Bleu. Le Soldat Bleu, Soldier Blue. Alors là, il faut absolument noter ces films. Hein. Mais alors, Soldat Bleu, ça raconte précisément le massacre de Wounded Knee. Ah ben oui, c'est ça. Oui. Le massacre, Custer a été massacré par les Indiens en vengeance il a fait quantité de massacres, hein, mais notamment du massacre de Wounded Knee qui s'était déroulé auparavant. Et ce film de Soldat Bleu relate ça. Il est terrible. Il est beaucoup plus dur. Il n'est pas du tout traité avec humour, mais il est excellentissime de Soldat Bleu. Et d'ailleurs, en parlant de Wounded Knee, au moment où je parlais de cette histoire pendant les cérémonies des Oscars, c'était aussi pour protester contre l'occupation de Wounded Knee en 70 par l'FBI. Tu peux nous en dire un mot et après je pense qu'on passera à la question. Wounded Knee, c'est devenu un lieu symbolique pour les Indiens où chaque année ils commémorent, parce qu'ils commémorent ce massacre et les esprits donc des Indiens morts à Wounded Knee. Parce que vous savez, ce film-là, il est pas du tout exagéré. Il est même sous-représenté au niveau de la violence des Blancs. Hein. C'est les bébés au bout des sabres, etc. C'est vraiment un déchaînement de violence on le voit actuellement à Gaza. On le voit, la violence coloniale est une violence qui est indicible. Elle est vraiment indicible. Et ce film est largement en dessous de ce qui s'est passé réellement. Hein. On les découpe en morceaux. C'est vraiment effroyable. Et donc, Wounded Knee est un lieu symbolique que les Indiens occupent. Donc, c'est dans une réserve. Parce qu'ils pensent qu'il y a les esprits de tous ces Indiens morts là-bas. Et donc, ils font une cérémonie chaque année, etc. Et donc, à Wounded Knee, il y a eu à chaque fois des incidents. Ouais. Et c'est beaucoup. Tu penses à Léonard Peltier ? Oui, c'est ça. Mais en fait, ce sera par la suite. Mais oui, ce sera par la suite. Mais c'est je veux dire, c'est pour ça que ça montre que le film est totalement actuel dans la représentation. Alors, un des grands prisonniers politiques, heureusement pour lui, nous sommes très heureux pour lui, qui a été libéré il y a un mois. Depuis 73, il est en prison. Non, pas 73. Okay. Non, beaucoup plus tard. Okay. Non, il était beaucoup plus tard. Hein. Très bien. C'est à la fin des années 70. Et Léonard Peltier c'est plus tard. Mais chaque année, c'était commémoré, Wounded Knee. Et Léonard Peltier est un Indien, parce qu'il y a un mouvement qui va être créé sur le modèle un petit peu du Black Panthers Party, qui était de Red Indian Movement, le mouvement indien rouge, hein, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et ce mouvement, qui avait été beaucoup entraîné par le mouvement noir, eh bien, chaque année donc, occupait le lieu de Wounded Knee en hommage à tous les morts. Et je n'ai plus la date exacte, on pourra le vérifier. Moi, je dis une bêtise. C'est 73, du 27 février 73. Ah, c'est en 73 ? L'occupation de Wounded Knee. Oui, mais Léonard Peltier. Ah, Léonard Peltier. Parce qu'en fait, lors d'une de ces occupations, eh bien, il va y avoir un incident. La police intervient, provoque en fait. Alors que les Indiens, c'est une occupation pacifique, etc. Ils viennent, ils encerclent le site de Wounded Knee et ils tirent carrément dans le tas. Et il y a plusieurs Indiens qui sont tués. Et comme la Constitution américaine permet aux Indiens d'être aussi armés, ils ont aussi des armes pour se défendre, et ils vont tirer, et 3 officiers de police, je crois, vont être tués. On ne sait pas qui est-ce qui a tiré, mais c'était de l'autodéfense de toute façon. En tout cas, la police intervient et arrête Léonard Peltier et l'accuse d'avoir tué 3 policiers, 3 fédéraux. C'était en 77. 77, c'est ça. Et il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Et il va y avoir un grand mouvement de protestation. Moi, j'ai connu un de ces comités de soutien large dans les années 80. Et donc, ils ont fait une tournée mondiale pour faire connaître le cas de Léonard Peltier. Et finalement, il y aura de la chance, sa peine va être commuée en détention à perpétuité. Et progressivement, notre génocidaire américain préféré, j'ai oublié son nom d'ailleurs, tellement Joe Biden, eh bien finalement, avant de quitter le pouvoir, il y a eu quand même des pressions et qui font, remarquez, vous vous rendez compte comment il a fait 43 ans de prison, hein. C'est quelque chose de dingue. Hein. Mais Léonard Peltier, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup ému parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, son calme,
Et oui, il a un nom français parce que vous savez que les Français ont été aussi présents là-bas, hein, et ont occupé aussi une partie. Et donc, il y a eu des métissages français avec indiens, etc. Et donc, c'était vraiment, je suis très content qu'il soit sorti de prison. On aimerait que pour Georges Ibrahim Abdallah, la même chose se passe, hein, mais c'est un petit peu la même histoire, et enfin, au même moment. Donc voilà, Léonard Pelletier avait été arrêté justement à Wounded Knee. Voilà, c'était juste pour dire cela. Et donc, il y a un autre... non, au niveau des films, c'était ça. Donc, Le Soldat Bleu. Soldat Bleu. Voilà. Et, vous avez noté, j'espère. Après, je ne sais pas combien de temps il nous reste exactement, mais il y a tellement de films qu'on va un petit peu... On aurait pu aussi parler du backlash, parce qu'après cette période de contestation, il y a eu un backlash avec des films bizarres intégrationnistes. Tu veux peut-être parler vite fait de... Alors, on a donc ces films... qui font partie de ce qu'on appelle la contre-culture. Il y a un maître mot dans les années 70, c'est la contre-culture. La culture, ça peut paraître étonnant, mais un des phares de la contestation, c'est l'Amérique à l'époque. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais c'est vraiment l'Amérique. Il y a tout un mouvement qu'on appelle la contre-culture, qui remet complètement en cause la culture américaine, donc l'impérialisme, etc. Donc on est en pleine euphorie révolutionnaire, si je puis dire. En France, il y a un magazine qui symbolise bien tout cela, qui est le magazine Actuel, qui avait été fait par un type qui s'appelle Jean-François Bizot, qui était vraiment un excellent magazine, que tout le monde lisait, qui faisait l'écho de la contre-culture américaine, etc., tout cela. Bon. Et le mouvement Yippie, pas hippie, hein, le mouvement Yippie, Youth International Party, le Parti international de la jeunesse, qui était pas non violent. Et donc, du coup, eh bien, tout ce regard de contre-culture qu'on a sur le western, sur la société américaine, etc., et tous ces films qui sont faits dans les années 70, bon, bah, c'est une chose. Et le lointain écho de cela, alors on pensait avoir intégré, on s'est dit la culture dominante américaine, voilà, elle est acculée, elle est au pied du mur, ouais. Elle a été contestée à au plan religieux, au plan politique, au plan de l'histoire du western, au plan de tout cela. Mais non, c'était sans compter sur l'énorme capacité... Sur Ronald Reagan. Alors Reagan, mais sur aussi la culture impérialiste et l'idéologie impériale, ouais. Elle se restructure en permanence en vérité. Elle est capable de se restructurer en permanence. Alors que la pensée révolutionnaire, on en discutait, à cette époque, a pris du retard. Ouais. Elle a pris du retard, et c'est ce retard qui a été comblé par ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'impérialisme disparaisse, qui sont maintenant devenus hégémoniques, entre autres en France. Il faut bien avoir ça en tête. Il y a une lutte idéologique qui se passe. Et c'est très important de comprendre cela. Et donc l'impérialisme a la capacité de se restructurer au niveau de son idéologie. Et imaginez qu'aujourd'hui, donc, je vais prendre cet exemple parce qu'il est assez incroyable, dans les années 90, on a eu une floraison de films comme ça qui se veulent aussi rétablir la vérité, rétablir. Et je vais vous parler d'un film qui, à l'époque, dans les années 90, ça devait être vers 95, je crois. Tu vas Danser avec les loups ? Ouais. Je crois que c'est 99. Et si je vous dis Danse avec les loups, tout le monde va me dire « Oh, mais c'est super ce film, c'est un film pro-indien, etc. » Alors, on a Little Big Man, Soldat Bleu, Jeremiah Johnson, et Danse avec les loups, fait par Kevin Costner, qui lui-même est d'ailleurs descendant de Cherokee. Exactement. Kevin Costner, c'est vrai qu'il se prévalait de cela pour avoir fait ce film. Donc, tout le monde dit c'est un film pro-indien, c'est extraordinaire. Mais à y réfléchir, c'est pas du tout un film pro-indien. L'impérialisme a inventé un nouveau personnage qui est l'Américain, meilleur indigène que les indigènes. Et c'est exactement ce que l'on voit dans Danse avec les loups. C'est l'histoire d'un blanc et qui va être intégré chez les Indiens de façon accidentelle parce qu'il y a un Indien qui lui a piqué ses fringues alors qu'il se baignait dans une mare. Ouais, voilà. Et donc, du coup, eh bien, il devient indien. Il devient meilleur indien que les Indiens eux-mêmes. Et c'est lui qui apprend aux Indiens, par exemple, à écouter par terre pour entendre les bisons arriver ou des choses comme ça, comme si les Indiens avaient eu besoin de lui. Hein. Mais ce film a été complètement démonté par un Américain qui s'appelle Robert Owen, qui lui-même est aussi descendant d'Indiens, et qui montre que ce film, en fait, est une supercherie, alors que ce film a plu à tout le monde. C'est l'impérialisme, maintenant, est capable de vous dire... de devenir meilleur indigène. Et on va voir par la suite... c'est un peu touche pas à mon pote, quoi. Touche Exactement. Pas à mon indien. SOS indien. Mais oui. On va voir à l'époque Dernier Samouraï, si vous avez vu. Oui. On va voir toute une floraison. Non, pas le Dernier Samouraï. Oui, la Samouraï avec Tom Cruise. Si, le Dernier Samouraï, et à chaque fois, c'est la même chose. C'est un blanc qui devient indigène et qui devient meilleur indigène même que les indigènes eux-mêmes. Tellement extraordinaire. Donc, vous voyez, il faut toujours qu'ils soient les meilleurs, et même quand il s'agit d'être indigène. Demain, voilà. Et ça, c'est l'histoire du libéralisme qui reprend totalement. C'est incroyable. On appelait ça la récupération avant. Voilà. Hein. Bon, bah, c'est... Grandfather?
Am I still in this world? Yes, Grandpa. Hey. I was afraid of that. Well, sometimes the magic works, sometimes it doesn't.